Alors, bienvenue au webinaire sur la deuxième étape du modèle d'action du cadre RH, planifier les services bilingues. Si une organisation cherche un seul professionnel bilingue, on peut déjà passer à l'étape numéro 3, recruter. Mais si une organisation veut recruter du personnel bilingue de façon plus soutenue et qu'elle vise l'amélioration des services à plus long terme, l'étape 2 est une étape cruciale. Durant ce webinaire, nous aborderons certains éléments clés de planification pour permettre au réseau d'aider les organisations à planifier avec succès le recrutement des intervenants et professionnels de la santé bilingue. Alors, nous parlerons de l'importance de planifier les services bilingues, des stratégies pour accroître le nombre de ressources humaines bilingues, des outils d'appui à la planification et finalement d'une bonne pratique, la désignation des postes bilingues. C'est lors de l'étape de planification que le rôle conseil des réseaux est possiblement le plus important, car les réseaux ont acquis au cours des années de solides connaissances en matière de développement et de planification des services de santé en français en milieu minoritaire. Les recherches suggèrent que les ressources humaines bilingues sont les meilleures solutions pour réduire les risques associés aux barrières linguistiques. L'offre de services en français en contexte minoritaire passe ultimement par des intervenants et des professionnels de la santé bilingue. Ces derniers offrent des soins de santé primaire, des services de santé mentale en français. Ils font de l'accueil et de l'orientation des francophones. Ils font de l'offre active. Mais avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais rappeler que les organisations de santé possèdent déjà des processus et des experts pour recruter le personnel. Alors, le cadre RH vient s'insérer dans les processus existants pour les aider à faire quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas toujours, le recrutement de personnel bilingue dans un contexte d'une organisation anglophone. Alors, le cadre RH vise à appuyer leurs efforts avant, pendant et après. Alors, planifier, c'est se préparer. Nous planifions plein de choses dans notre vie courante, l'achat d'une voiture, des vacances dans le sud, des vacances en Europe. Euh, donc, planifier nous permet premièrement, d'avoir de meilleurs résultats à court terme, un poste à la fois, mais aussi à long terme pour offrir des services de santé de qualité, sécuritaire et bien intégrés au cœur même de l'organisation. Planifier permet de s'assurer que les ressources répondent bien aux besoins. Alors, quand on va planifier, on va réfléchir où sont les besoins prioritaires ou à quel endroit on peut plus facilement intégrer des services bilingues. Et à ce moment-là, on va avoir une meilleure visibilité des efforts qui ont été faits. Planifier aussi, c'est pour s'assurer que les services bilingues soient de qualité et sécuritaire. On va revenir souvent sur l'évaluation des compétences, comment on fait l'évaluation des compétences. C'est extrêmement important de s'assurer que les professionnels que l'on croit bilingues, que l'on croit procéder à un niveau suffisant de français pour offrir des services en français, le soient vraiment. Alors, c'est dans la réflexion, dans la planification qui va nous permettre de réfléchir à cet état de choses. Planifier aussi permet de s'assurer que les employés bilingues demeurent au sein de l'organisation. Parce que quand on va faire de la planification, c'est sûr qu'on planifie le recrutement, mais on commence déjà à planifier le après. Et une bonne planification, c'est une meilleure garantie d'un taux de rétention du personnel bilingue. Puis finalement, ben, on va planifier parce que le recrutement des ressources bilingues en milieu minoritaire est plus difficile. Je pense qu'il faut reconnaître honnêtement dès le début que le recrutement pour des postes bilingues, c'est plus difficile que de recruter pour des postes unilingues ou non désignés. Le recrutement de personnel bilingue demande de la volonté, de la flexibilité, de l'ouverture et surtout de la préparation. Fondamentalement, le nombre de candidats qualifiés est limité. Il y a moins d'infirmières ou de médecins bilingues dans les milieux minoritaires. Et au fur et à mesure que l'on ajoute des exigences cliniques au poste,
Puis le nombre est encore plus limité. Si on cherche une infirmière qui a de l'expérience en soins intensifs, qui a de l'expérience en salle d'urgence, on vient de rajouter des éléments dans la portion clinique des exigences qui font qu'on a encore moins d'infirmières ayant ces compétences-là aussi en français. C'est sûr qu'en plus, on ajoute une étape additionnelle d'évaluation des compétences langagières. Alors, ça ajoute un fardeau au processus, mais un fardeau qui est nécessaire pour assurer la qualité et la sécurité des services. C'est plus difficile parce que la majorité des gestionnaires, et je dirais la majorité des employés ou du personnel des ressources humaines, ne peuvent évaluer la qualité du français dans le contexte de travail parce qu'ils ne sont pas bilingues. Alors, ça crée un élément de complexité au processus de recrutement. Puis c'est aussi plus difficile parce qu'il y a des attentes importantes de la communauté en matière d'accessibilité et de qualité des services. Et ordinairement, le personnel bilingue le sait, le ressent. Alors, il va falloir, pour recruter, agir à plusieurs niveaux, être stratégique, planifier ses actions et surtout adapter ses approches de recrutement. Maintenant, comment un réseau peut appuyer une organisation à planifier? En fait, il y a 4 éléments où, pour chacun de ces éléments-là, le réseau peut aider. La première chose, c'est avant tout, le réseau doit bien connaître la communauté francophone qu'il représente et être en mesure de communiquer certains besoins exprimés par celle-ci. Parce que ça va être son premier travail, ça va être de sensibiliser l'organisation aux besoins de la communauté francophone. Alors, le réseau arrive avec déjà certains éléments de connaissance et va pouvoir même appuyer l'organisation qui voudra en savoir plus. Un réseau peut aider une organisation telle qu'on l'a mentionné à l'étape numéro 1 à faire un état de situation et à développer un plan d'action. Un réseau peut aussi présenter des stratégies pour accroître le nombre de ressources humaines bilingues et c'est ce que nous allons parler dans le courant de ce webinaire. Et finalement, le réseau peut partager les outils et les bonnes pratiques en appui à la planification. C'est toujours intéressant pour une organisation de santé de voir quelque chose qui s'est fait ailleurs et qui a fonctionné. C'est toujours une bonne pratique. Et le réseau peut à tout moment être en mesure d'offrir des façons de mieux rejoindre la communauté francophone. J'aimerais porter votre attention sur une excellente pratique. Au Manitoba, le réseau santé en français a été un acteur clé dans l'élaboration et l'approbation d'une politique à l'intention des ressources humaines sur le français dans les services de santé. Cette politique définit et édicte que le bilinguisme, la maîtrise du français et de l'anglais, est une qualité requise légitime pour tous les postes qui exigent la connaissance du français. L'existence de cette politique provinciale pourra servir de référence à d'autres provinces ou territoires dans le futur. Je passe donc la parole à Lise Voyer du réseau Santé en français du Manitoba pour nous présenter cette politique. La politique des services en langue française pour la santé en français, c'est une politique qui a été adoptée par le gouvernement du Manitoba. Les offices régionaux et les établissements désignés bilingues ont demandé à Santé en français de travailler avec le gouvernement du Manitoba pour élaborer et faire adopter cette politique-là. Puis l'importance, c'est pour assurer l'offre active de services en langue française à la population franco-manitobaine. Et ça appuie les gestionnaires dans leur désignation et dotation de postes pour assurer cette offre active de services en français. Bon, on a commencé avec un scan environnemental pour voir d'abord s'il existait quelque chose ailleurs dans d'autres provinces de semblable. Puis on n'a rien trouvé, malgré qu'on a trouvé beaucoup d'autres initiatives intéressantes. Il n'y avait rien qui nous donnait la piste d'une politique gouvernementale. Alors, on a mis sur pied un comité de personnes
clés de partenaires et d'instances gouvernementales pour jouer le rôle de groupe de réflexion pour les éléments essentiels de cette politique-là. Et après ça, on a passé par toutes les étapes de révision et de validation du document qui l'ont finalement adopté au mois de mars dernier. On anticipe que l'impact de la politique soit justement la validation et l'appui aux offices régionaux de la santé pour l'offre active, pour faire avancer l'offre active et qu'ils appuient les gestionnaires dans leur dotation, désignation de postes et qu'ils allègent un peu les craintes de représailles par rapport à toute la question de ressources humaines en français pour le Manitoba. Les stratégies pour accroître le nombre de ressources humaines bilingues. La compétition est déjà féroce dans le domaine de la santé pour recruter des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux. Pour recruter des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux bilingues, il faut convaincre, se démarquer, être stratégique et travailler sur plusieurs fronts. Les 3 stratégies dont nous allons parler peuvent être mises en œuvre indépendamment les unes des autres, mais elles sont complémentaires pour permettre d'atteindre des résultats beaucoup plus rapidement. La première stratégie, bâtir la capacité de l'organisation à partir des ressources humaines en place. La stratégie numéro 1 est le premier pas car elle prend forme au sein même de l'organisation. Le personnel déjà en place connaît l'organisation, ses approches, ses pratiques, sa culture. Il peut offrir des services en français s'il est mobilisé et si on l'encourage à le faire. Cependant, il faut éviter que le personnel bilingue se sente prisonnier de ses compétences. Plusieurs professionnels bilingues ont mentionné avoir l'impression d'être le francophone de service. Cette stratégie est aussi beaucoup plus facile dans les grandes organisations où le personnel est plus nombreux ou lorsque la communauté francophone locale est plus importante, tout simplement parce que les possibilités de trouver du personnel bilingue sont plus nombreuses. Alors, cette stratégie repose sur l'identification du personnel bilingue, l'auto-évaluation des compétences linguistiques et l'évaluation formelle des compétences linguistiques éventuellement. Comment identifier le personnel bilingue? Il y a plusieurs façons. On peut intégrer ça à différentes étapes selon l'organisation où elle en est rendue. La plus facile, c'est dans les formulaires d'emploi. Avoir une question simple sur les compétences linguistiques en français et en anglais. C'est assez facile parce que les formulaires d'emploi sont ceux de l'organisation elle-même. Elle a le plein contrôle sur ces formulaires. On peut aussi, lors d'une entrevue de sélection, même si ce n'est pas pour un poste bilingue, poser une question sur les compétences linguistiques. Naturellement, si on a un comité de sélection bilingue, c'est encore une approche meilleure. Ça peut être une exigence pré-emploi pour les postes désignés ou les postes bilingues. À ce moment-là, le test de compétences langagières va devenir partie du processus. Mais une organisation peut aussi faire une campagne d'identification au sein de son personnel ou au sein d'un secteur de son personnel. À ce moment-là, elle peut utiliser un outil d'auto-évaluation, comme on va vous en présenter à la prochaine diapo, pour éventuellement encourager le personnel à se soumettre à une évaluation formelle. Puis finalement, toutes les occasions de développement professionnel sont de belles occasions d'essayer d'identifier le personnel bilingue, par exemple en offrant des cours de perfectionnement en français. C'est ordinairement des gens qui ont déjà une compétence initiale en français qui vont se présenter à de telles formations. Alors, il y a plusieurs façons d'identifier le personnel bilingue. Nous avons développé un petit outil qui permet très facilement et très rapidement d'avoir une appréciation du taux, pour un individu de faire son auto-évaluation, mais pour l'organisation d'avoir une appréciation du taux de bilinguisme de son personnel. L'utilisation d'un tel outil qui est facile permet de stimuler les employés en place à participer à la mise en œuvre de services en français.
Ça permet aussi de faire de la sensibilisation sur l'importance que l'organisation donne aux aspects de communication avec sa clientèle. Mais ce qui est très, très important lorsqu'on décide d'utiliser cette approche, c'est vraiment de faire une bonne préparation auprès du personnel, contextualiser, préparer les groupes, faire une campagne de sensibilisation sur les compétences linguistiques et l'importance de répondre aux besoins de communication de son personnel et surtout de réduire les barrières linguistiques. Alors, vous avez eu naturellement dans vos documents une copie de cet outil. La deuxième page, qui est la grille, peut dans le fond être ajustée à une grille qui serait connue et utilisée dans votre milieu. On voulait avoir une grille assez facile. Il y a des grilles qui sont plus complexes et qui devraient peut-être être laissées à des professionnels de l'évaluation des compétences langagières. Alors, cette grille-là est assez simple. Juste un rappel, souvent les gens dans un processus d'auto-évaluation ont tendance à surévaluer leurs compétences. Alors, il est extrêmement important qu'un processus comme ça s'accompagne aussi d'une utilisation d'une évaluation formelle. Créer un bassin de candidats futurs par le biais des étudiants et des stagiaires bilingues. La stratégie numéro 2 est couramment utilisée par les établissements de santé partout au Canada pour recruter des professionnels de la santé, surtout dans les domaines où il y a pénurie. C'est aussi une bonne occasion de voir si un futur professionnel cadre bien avec les valeurs de l'organisation. Cette stratégie s'appuie, sur les partenariats avec les institutions postsecondaires, entre autres les institutions du CNFS, mais elle s'appuie aussi sur l'identification des étudiants inscrits dans les institutions anglophones. Le projet Francodoc est allé voir le nombre d'étudiants bilingues, francophones, francophiles, au sein des facultés de médecine au Canada. Et les résultats ont été très surprenants. Cette stratégie s'appuie sur plein d'autres petites initiatives qui sont à la portée des réseaux ou des organisations de santé. Alors, voici un témoignage sur une belle initiative du Manitoba. Je passe donc la parole à Jérémy Baudet, diplômé du programme de sciences infirmières de l'Université de Saint-Boniface, pour nous parler de son expérience. Donc moi je m'appelle Jérémy Baudet, je viens de Saint-Boniface, j'ai étudié ici dans un programme de sciences infirmières et j'ai participé à une visite de tous les sites communautaires francophones bilingues qui était organisée par Santé Sud Southern Health et Santé en français en collaboration avec l'Université de Saint-Boniface et c'était pour nous faire visiter tous les sites francophones bilingues où il y avait des services en français, les hôpitaux, les centres communautaires, etc. Moi, j'ai adoré l'expérience. C'était une expérience fantastique parce que j'ai pu découvrir des endroits au Manitoba rural que je ne connaissais pas. Et ça m'a ouvert les horizons sur les possibilités de carrière. C'était très attrayant comme initiative parce que en tant qu'étudiant, on n'a pas forcément les moyens de se déplacer parfois, on n'a pas forcément le temps d'ajouter des visites à nos études. Alors cette initiative était très importante parce que ça nous a permis de découvrir ces sites bilingues où il y avait de l'emploi sans forcément mettre un stresseur, sans forcément que ça soit un stresseur pour nous. Et donc pour moi, ça a été une expérience facilitatrice dans ma recherche d'emploi, etc. Donc oui, j'ai obtenu un stage dans l'établissement du village de Sainte-Anne, un petit hôpital de campagne. Quand on a visité tous les différents sites avec Santé en français et Southern Health, j'ai découvert tous ces sites et je les ai un petit peu triés en fonction de mes intérêts, en fonction de l'environnement que j'avais observé, en fonction des employés avec qui on avait pu discuter. J'avais trouvé ça très intéressant de pouvoir parler directement aux directeurs des soins, aux managers, parce qu'eux pouvaient nous dire « Ok, voici ce qui se passe sur notre unité, voici ce qui se passe dans notre hôpital,
voici ce qui se passe dans notre communauté avec telle population, etc. Et ça m'avait donné un aperçu de où j'allais potentiellement pouvoir travailler. Je m'étais mis un peu en perspective. Et c'était très déterminant parce que j'ai fini par obtenir un stage dans cet hôpital. J'ai fait mes 3 mois de stage et ensuite, après ma graduation, 1 mois et demi après, j'ai obtenu un emploi avec eux. Alors, ça a porté ses fruits. La stratégie de recrutement numéro 3, bâtir la capacité bilingue à partir du recrutement externe. En fait, cette stratégie est le propos principal du cadre RH, qui est le recrutement et la rétention des ressources humaines bilingues. Cette stratégie nécessite premièrement d'établir le profil linguistique des postes bilingues, parler, comprendre, lire, écrire, qu'est-ce que le personnel aura besoin. Par la suite, il faut définir les exigences linguistiques, c'est-à-dire est-ce qu'on va souhaiter que la personne parle à un niveau intermédiaire ou avancé? Et finalement, compte tenu des 2 premiers éléments, faire l'évaluation des compétences linguistiques des candidats. Nous allons mentionner à plusieurs reprises le thème de l'évaluation formelle des compétences linguistiques parce que c'est une étape charnière pour offrir des services de santé de qualité et sécuritaires. Si un professionnel ne comprend pas bien ou ne parle pas aussi bien qu'on le croirait le français, les risques sont plus grands de faire des erreurs parce qu'on se sent on se sent en sécurité alors que ce n'est pas le cas. Pour faire l'évaluation des compétences langagières, ça nécessite une approche et des outils normalisés. Il ne faut pas laisser ça au hasard. Aujourd'hui, on fait ça de cette façon-là, une autre journée, on le fait d'une autre façon. Il faut avoir à la fois une rigueur et aussi une transparence dans les façons de faire. L'évaluation doit être faite avant la confirmation d'emploi. C'est vraiment une meilleure pratique parce qu'à partir du moment où on a confirmé un emploi, même si on met des exigences d'atteindre un certain niveau dans un temps donné, c'est beaucoup plus difficile de l'appliquer. Souvent, on reste avec des candidats qui ne sont pas bilingues. L'évaluation peut être faite à l'interne par une personne bilingue qualifiée. Alors, cette personne-là aura un protocole, une façon de poser des questions. Ou à l'externe par une firme spécialisée autorisée. Et je suis sûre qu'il y en a plusieurs dans tous vos milieux. Finalement, les résultats devront faire l'objet d'un suivi parce que c'est pas suffisant d'évaluer. Il faut s'assurer que le personnel est en mesure de maintenir cette capacité-là au niveau où elle l'avait lorsqu'on l'a engagée. Toutes ces stratégies vont demander du temps et de la préparation. On ne développe pas des programmes de stagiaires et d'étudiants en 2-3 mois. Il faut faire des liens, il faut établir des protocoles, etc. Mais l'application l'effet combiné des 3 stratégies va vraiment permettre de bâtir la capacité bilingue. Mais la place que vous laisserez aux stratégies, à la numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3, peut vraiment dépendre de votre milieu et du focus qu'une organisation voudra mettre sur une des stratégies ou l'autre. Les outils d'appui à la planification. Il est souhaitable que le recrutement de ressources humaines bilingues fasse l'objet d'une planification afin de prévoir à l'avance les mesures et les actions à mettre en place. Nous présenterons dans les prochaines diapos quelques outils qui pourront être utiles durant l'étape de planification. Le premier outil est un questionnaire pour la planification du recrutement des ressources humaines bilingues. Cet outil est constitué d'une liste de questions pour aider à se préparer. Parce que planifier, c'est avoir une vision d'ensemble et un plan. C'est évaluer les besoins en matière de ressources humaines bilingues. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on aura de besoin?
connaître et mesurer sa capacité en termes de ressources humaines bilingues et finalement recruter en tenant compte des enjeux du marché local de l'emploi. Qu'est-ce qui pourrait nous aider? Quelles sont les meilleures façons de faire compte tenu de notre environnement? Le questionnaire a été déjà testé auprès d'organisations de santé et les réponses permettaient de mieux comprendre ce qu'il faudrait faire éventuellement et quelles sont les pratiques qui devraient être changées, soit au niveau de l'organisation ou au niveau de ses ressources humaines. Cet outil est vraiment dans la sphère des gestionnaires et du personnel des ressources humaines. Ce sont ceux qui peuvent plus contribuer à cette étape de planification et avec cet outil. Alors, voici quelques exemples de questions. Parce que dans le fond, les questions sont semblables à celles que l'on se pose pour faire de la désignation ou pour lors d'un agrément ou pour faire de l'offre active. Est-ce que vous avez une politique de recrutement ou d'embauche en regard des services en français? Est-ce que la connaissance des langues est un élément du profil de l'employé, du formulaire de recrutement? Combien de postes sont bilingues dans votre organisation? Quel pourcentage de la main-d'œuvre est bilingue? Comment mesurez-vous le niveau de bilinguisme de vos employés lors du recrutement? Toute cette réflexion vient compléter le travail amorcé lors de l'auto-évaluation. Si l'auto-évaluation a été faite, ça va être beaucoup plus facile parce que les questions sont plus précises pour faciliter et préparer le recrutement. Le deuxième outil est une grille pour évaluer les besoins selon la nature du service. Le domaine de la santé est extrêmement vaste et diversifié. Les interactions et les interventions peuvent être à la fois très techniques, chirurgie, résonance magnétique, médecine nucléaire, stent, etc. Mais peuvent être aussi très, très humanistes, psychothérapie, services sociaux, santé mentale et autres. L'importance de la communication varie selon ces interventions et permet de mettre de l'emphase sur la nécessité de services bilingues. Alors, ce graphique il est très clair pour les gens du domaine de la santé. Ordinairement, à chaque fois qu'on l'a présenté, la réaction est très, très bonne. Et puis, comme vous pouvez voir, il va d'un gradient relationnel à technique, de biomédical à psychosocial. Je pourrais vous donner un exemple. Au cours de la dernière année, on a eu à recevoir des soins à domicile. Puis à une certaine époque, 2 intervenants se présentaient, un le matin et un le soir. Et même si chacun travaillait selon un protocole, on a rapidement réalisé que chacun faisait à sa façon. Puis certains étaient plus sûrs d'eux-mêmes et d'autres moins sûrs d'eux-mêmes. Alors, durant cette période, j'ai vraiment eu à jouer un rôle de liaison, même si j'étais stressée, nerveuse, complètement hors de mon champ de compétences. Puis quelquefois, je m'imaginais, je disais, je ne pouvais pas m'imaginer si la personne s'était présentée chez moi, n'aurait pas parlé ma langue. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire à ce moment-là. Alors, on voit à quel point la langue peut être importante. Le troisième outil est vraiment une autre grille. C'est une grille pour évaluer les besoins maintenant selon les points de contact. À quel point un individu va entrer en contact avec l'organisation. On a mis quelques éléments de ces points de contact-là à l'écran. Il y en a plus que ça et elle peut être personnalisée selon le type d'organisation. Cette grille peut servir à la fois à évaluer l'importance selon les points de contact, mais aussi à comparer la perception des besoins selon les points de contact, selon les différentes personnes qui pourraient remplir cette grille-là. Par exemple, si cette grille est répondue par un administrateur, par un professionnel ou par un usager francophone, elle peut être vraiment, on peut avoir des réponses qui vont nous surprendre vraiment. Elle peut également servir d'outil de planification pour identifier les lieux où il faudra assurer l'accès linguistique. Puis souvent, dans le fond, comme je mentionnais à quelques reprises, la santé, c'est un domaine d'expertise professionnelle,
Puis, ordinairement, on sait ce dont vous avez besoin, mais je pense que c'est un bel outil qui vous permet de voir ce que le client pense lui-même. Alors, en résumé, pour planifier, ça prend une vision claire, un plan, des indicateurs de réussite. Est-ce qu'on veut un accueil bilingue, 3 infirmières de plus en clinique, un taux de satisfaction accru, etc. Ça prend une connaissance du contexte et des besoins prioritaires. Il faut faire, ou en tout cas, il est recommandé de faire un état de situation, identifiant la capacité organisationnelle en termes d'offres de services. Ça prend une connaissance des stratégies de recrutement adaptées aux ressources humaines bilingues. Alors, je pense que ça vient faire un tout sur ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Alors, la dernière section va porter sur la désignation des postes bilingues. La désignation des postes bilingues permet de signaler aux employés, aux candidats potentiels, aux partenaires et à la communauté que le poste bilingue est là de façon permanente. La désignation est une bonne pratique organisationnelle à tous les niveaux. C'est encore plus important lorsqu'on est dans un milieu fortement syndiqué. La désignation permet d'établir les règles à l'avance, ne pas se fier au hasard. Elle permet d'amorcer la transformation de la culture organisationnelle parce que les postes sont maintenant connus, les postes désignés sont publics. La création des postes désignés est aussi une affirmation forte que l'organisation souhaite offrir des services bilingues. Alors, qu'est-ce que la désignation des postes bilingues? Ce sont des postes qui exigent la connaissance du français et de l'anglais. La gestion doit alors déterminer le niveau de bilinguisme requis pour chacune des compétences de communication. Les exigences sont attachées au poste et non pas à la personne, parce que souvent, on a tendance, un poste a toujours été occupé par une personne qui est bilingue. Tout à coup, cette personne bilingue-là quitte. Et si le poste n'est pas désigné, il n'y a aucune garantie que la personne qui va la remplacer va être bilingue. Alors, la désignation assure la continuité du service lorsque le poste devient vacant. Il y a un certain momentum présentement dans la population canadienne, puis je pense que c'est intéressant peut-être de faire des pas avec ce momentum. Un bon exemple est la question des juges de la Cour suprême. Maintenant, ils devront être bilingues et ils vont être sélectionnés en vertu d'un nouveau processus de nomination où l'aspect de bilinguisme devra être assuré. Alors, comment savoir si un poste devrait être désigné? C'est sûr que ça dépend des milieux. Dans certains milieux, il y a des lois sur les services de santé en français et il peut y avoir des critères qui sont déjà contenus dans une loi ou dans une politique. Sinon, il faut premièrement développer des critères en tenant compte peut-être de la proportion francophone, mais ça, c'est pas toujours évident parce qu'on sait que les communautés sont relativement petites. En tenant compte des besoins de la population, un critère sur le fait que qu'un service donné est unique, c'est la seule place, c'est la seule façon de l'obtenir, en fonction des critères, en fonction de l'accès et de la continuité, ou en fonction de l'importance de la communication pour assurer la qualité et la sécurité de ce service. Il faut maintenant, par la suite, évaluer les postes qu'on pense devoir désigner en regard des critères, les analyser, les évaluer en regard de ces critères-là. Et une fois qu'un poste est ciblé pour être désigné, il faut faire approuver le poste désigné dans la structure organisationnelle. C'est une étape importante. On va vous présenter quelques bonnes pratiques. Alors, la première, c'est une bonne pratique qui nous vient du pays de Galles. Ils ont quand même fait une réflexion très structurée avec des outils. C'est un algorithme des compétences linguistiques en français. Moi, j'aime beaucoup cet outil-là, puis j'aime surtout sa première question qui dit, est-ce que les responsabilités du poste nécessitent
que l'employé parle la langue de l'usager du service, dans notre cas, on veut dire le français, ou que l'employé comprenne les enjeux culturels et sociaux des francophones usagers du service et qu'il soit en mesure de s'y référer. Alors, à partir de cette question-là, ben, on peut suivre l'algorithme. Et ce qui est intéressant, c'est que l'algorithme est directement lié avec une grille d'évaluation des compétences pour chacune des compétences, parler, comprendre, lire, écrire. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté. On peut voir que dans certains cas, il est souhaitable que le poste soit désigné bilingue. Dans d'autres cas, il est requis que le poste soit désigné. Alors ça, c'est un premier outil. Le deuxième outil nous vient du Québec. En fait, ce n'est pas un outil qui est appliqué à la grandeur du Québec. C'est un outil qui a été développé dans une région qui avait des besoins particuliers où la communauté anglophone était assez importante. Il y avait beaucoup de déplacements. Alors, cet outil c'est un modèle encore là avec des oui, des non. C'est un algorithme, là. Le premier niveau était le niveau du pourcentage d'anglophones ou de dossiers anglophones. On comprend, on est en contexte anglophone minoritaire au Québec. Alors, premier niveau, la proportion de personnes. Le deuxième niveau, on revient encore à accessibilité, continuité des soins. Le troisième niveau, c'est urgence et risque. Ça fait peut-être un peu un lien avec notre autre grille qui était sur la nature des services. Et finalement, charge de travail équitable et rationalisation des déplacements. Alors, cet outil-là ou un outil similaire, c'est une autre façon de mesurer ou de tenter de mesurer si un poste doit être désigné ou doit être nommé bilingue. Alors, le Nouveau-Brunswick est vraiment la seule province qui est officiellement bilingue et elle peut nous offrir de nombreuses bonnes pratiques. Alors, j'invite Mme Pauline Babineau, qui est directrice des langues officielles au réseau de santé Horizon, à nous parler de l'établissement de postes bilingues au Nouveau-Brunswick. Bonjour, je m'appelle Pauline Babineau, je suis directrice aux langues officielles pour le réseau de santé Horizon. Chez nous, en fait, il faut qu'on ait quand même un nombre assez élevé de postes bilingues parce qu'au Nouveau-Brunswick, on a une loi, la loi sur les langues officielles, qui dicte que nous devons fournir nos services dans la langue de choix du patient. Donc, pour ce faire, c'est sûr qu'on utilise l'approche d'équipe, mais il faut quand même avoir un certain minimum de nombre de personnes ou d'employés bilingues pour offrir ce service. Donc, pour y arriver, on a créé un outil qu'on appelle le profil linguistique, puis qu'on travaille avec le gestionnaire pour remplir ce profil linguistique-là. Il tient compte des compétences cliniques, des compétences langagières, mais aussi des corps de travail, qui est très important dans un système aussi complexe que celui de la santé, où les services sont 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. En faisant cet exercice-là, les gestionnaires se rendent vite compte où sont les lacunes. Puis, en attendant de combler ces postes-là avec des gens bilingues, ils sont capables d'établir un plan de contingence. Donc, c'est d'aller chercher quelqu'un dans le service juste à côté ou peut-être quelqu'un au téléphone, mais peu importe, c'est d'aller chercher une ressource bilingue pour être capable de servir le patient dans sa langue. Pour faire la décision si un poste doit être bilingue ou non, on a établi une série de critères. C'est sûr que la première question qui se pose, c'est est-ce que l'employé va devoir interagir avec le public? Puis aussi, au sein de l'équipe de l'employé, est-ce qu'il y a d'autres employés qui sont bilingues? Donc, il faut vraiment regarder dans l'ensemble de l'équipe, c'est quoi nos ressources disponibles. Mais si un poste est désigné où on détermine que le poste a besoin des capacités linguistiques dans la langue seconde, dans ce cas ici, c'est le français, on a créé un outil, un genre de questionnaire pour aider le gestionnaire à savoir, OK, à quel niveau qu'on doit répondre à ces exigences linguistiques. Au Nouveau-Brunswick, on a quand même un barème qui évalue les niveaux linguistiques. Puis,
au sein d'Horizon, on a quand même établi un minimum pour l'organisation. Mais le questionnaire va au-delà de ça, puis va poser des questions à savoir quel genre d'interaction que l'employé va avoir avec le patient. Donc, par exemple, si l'employé va devoir interagir avec, juste pour des raisons d'inscription, par exemple, le niveau linguistique exigé va peut-être être un peu moins élevé. Mais dès que le professionnel de la santé qui utilise des compétences très cliniques, un vocabulaire plus clinique également, plus spécialisé, à ce moment-là, on exige une compétence linguistique plus élevée. Donc, on a développé un questionnaire pour aider les gestionnaires à faire cette décision. Alors, en conclusion, la planification permet de meilleurs résultats à court, moyen et long terme. La planification s'appuie sur les forces de l'organisation et les besoins de la communauté francophone. Les stratégies, les outils présentés favorisent une planification efficace et préparent le recrutement des employés bilingues aptes à offrir des services en français. Alors, comme à la fin de chaque webinaire, on fait le tour des 6 facteurs clés. Alors, le facteur clé de l'étape 2 est définir les profils linguistiques et les rôles explicites des postes bilingues. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'il y a une fiche sommaire, planifier les services bilingues. Alors, c'est aussi un outil qui peut vous être très pratique. J'aimerais également remercier les partenaires qui ont généreusement accepté de nous partager leurs bonnes pratiques. Et j'en profite pour vous remercier et vous inviter au prochain webinaire « Recruter les ressources humaines bilingues ». Alors, merci beaucoup.